Si Donald Trump est de nouveau président des États-Unis, c'est en partie grâce à une bataille culturelle qu'il a menée sur les réseaux sociaux avec l'aide de son acolyte, Elon Musk, PDG de X, Twitter. On a même eu droit à une cérémonie d'investiture sidérante le 20 janvier dernier. On a pu voir Trump danser sur YMCA, mais surtout Musk faire non pas un, mais deux saluts nazis, et une partie de la classe politico-médiatique s'en accommoder. Le bras levé ou tendu de Elon Musk nous donne précisément cet exemple de cette interprétation absolument folle. Prise pour un salut nazi par les uns, on a vu ça. C'est pas du tout un salut nazi, ils ont voulu bien entendu en faire des caisses. Il transmet son cœur en fait au public. Est-ce que c'est ça, gagner la bataille culturelle? Un petit cours d'histoire s'impose. On parle d'abord d'hégémonie culturelle. C'est un concept qui a été forgé au début du XXe siècle par l'italien Antonio Gramsci, un journaliste et philosophe communiste. Il s'agit là de dire que le pouvoir se gagne avant tout par les idées. Le terme de bataille ou guerre culturelle arrive dans les années 90 avec le sociologue américain James Davison Hunter. Ce concept décrit un débat public polarisé autour de questions morales, mais aussi une stratégie de conquête d'une hégémonie culturelle. Donc si on résume, gagner la bataille culturelle, voire même la guerre, c'est s'assurer de conquérir le pouvoir. Et nous sommes en plein dedans. C'est la stratégie qu'a développée Elon Musk en rachetant le réseau social Twitter, qu'il a ensuite renommé X. Réhabilitation du compte alors supprimé de Donald Trump, baisse drastique de la modération, mise en avant de ses propres contenus et de ceux du futur président, etc. Aujourd'hui, la bataille culturelle se passe en majorité sur Internet. Et l'extrême droite, elle a été la première à investir ce lieu, notamment parce qu'il permet de s'adresser directement aux citoyens sans passer par l'intermédiaire d'un journaliste. Et ça marche. C'est d'ailleurs ce que racontent les journalistes Pierre Plotu et Maxime Massé dans leur livre Pop Fascisme. Ils prennent notamment l'exemple des influenceurs identitaires. Ces derniers font passer des idées réactionnaires de manière plus ou moins détournée. Ils sont coachs en sport ou en séduction, ils font des vidéos humoristiques, et tout ça dans un format YouTube ou TikTok bien connu et apprécié des jeunes générations. Toute cette génération d'hommes ne sont pas devenus des moines bouddhistes. Autrement dit, ils n'ont pas choisi la solitude, ils la subissent. Alors, pour s'en sortir et redevenir ces hommes de valeur, est-ce qu'ils ont intérêt à déconstruire leur masculinité ou à revenir à une virilité traditionnelle? Je pense que la première option est un suicide et que la deuxième est malheureusement une utopie. Les Trois Mousquetaires, en fait, ils datent de 2023, là, ceux que je regarde. Déjà, ils ont rendu Athos bisexuel. J'ai refusé. Et ben, je te le dis, ça arrive comme ça. Et tu te dis, mais attends, mais c'est une invention, premièrement. Et en plus, c'est un détail qui n'a pas d'intérêt du tout. C'est de la pure propagande, tu vois. Bah oui, c'est sûr que la muscu et le sport en général, ça implique effort, discipline, dépassement de soi, transcendance. Tout un champ lexical que les woke dégénérés ne connaissent pas et mourront probablement sans connaître. Mais tout ça, ça se passe aussi dans les médias. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une poignée de milliardaires les rachètent à tour de bras ces dernières années. Si on prend au hasard l'exemple de Vincent Bolloré, on voit bien que les médias dont il est propriétaire imposent peu à peu leurs idées, mais surtout leurs débats, dans l'opinion publique. Parce que cette bataille culturelle, elle passe avant tout par le vocabulaire. Et pour le coup, c'est valable autant pour des idées réactionnaires que progressistes. Regardez par exemple, wokisme, islamo-gauchisme, grand remplacement, insécurité, lobby trans, mais aussi féminicide ou décroissance. Bon ok, on a plus d'exemples pour les idées réactionnaires. Si le langage est aussi important, c'est parce que c'est à travers lui que passe notre description du réel, de la société. Il définit un sens commun. Par exemple, parler de féminicide plutôt que de crime passionnel, c'est mettre en avant des actes systémiques de domination masculine, plutôt que de parler d'un homme jaloux qui ne pouvait pas vivre sans sa femme, quitte à déraper et la tuer. Bon, et à partir de ces éléments, il semblerait que la droite, voire l'extrême droite, soit en train de gagner cette bataille culturelle. Mais le sociologue Vincent Tibéri avance une thèse selon laquelle, même si une partie des classes politiques et médiatiques s'est droitisée, ce n'est pas le cas des citoyens français. Il parle alors plutôt d'un conservatisme d'atmosphère. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la France ne se droitise pas par en bas, mais par en haut. D'après lui, la population française a progressé vers plus d'ouverture sur certains sujets dans les dernières décennies. Si on résume ses propos, il relève une plus grande tolérance envers les personnes LGBTQIA+, la place des femmes, l'immigration et l'identité. Et cette différence entre l'atmosphère politico-médiatique et les opinions populaires, elle se réduit à un système démocratique défaillant en France. L'important en démocratie, c'est justement que personne ne gagne cette guerre culturelle. Il faut que chaque camp et chaque idée puisse être entendue. C'est seulement de cette façon que les citoyens peuvent se faire une opinion, et ça fonctionne autant pour la droite que pour la gauche. Après, quand je dis tout entendre, ça a ses limites. Les discours discriminants et réactionnaires doivent continuer d'être dénoncés. Genre les saluts nazis d'Elon Musk.